est-il pour vous? Pourrais répéter la question? Vous pensez peut-être que l'histoire de C. Jérôme se résume à un sourire éternel et à une insouciance dorée. Vous vous souvenez sans doute de ce garçon aux cheveux blonds en bataille qui chantait la joie de vivre avec des tubes inoubliables comme Kiss Me ou C'est moi. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que cette image lumineuse n'était que la moitié de la vérité. Car derrière ce sourire qui semblait ne jamais vouloir s'éteindre, se cachait un homme qui portait seul le poids d'une condamnation à mort, un secret si lourd et si douloureux qu'il a décidé de le garder pour lui durant 3 interminables années, en trompant le monde entier et en mentant même à la personne qu'il chérissait le plus au monde, sa propre mère. Bienvenue sur la chaîne Icônes en silence, où nous explorons ensemble les zones d'ombre dissimulées derrière la lumière éblouissante des légendes françaises. Lorsque la France s'est réveillée ce matin du 14 mars 2000, le choc fut immense en apprenant que C. Jérôme s'était éteint à l'âge de seulement 53 ans. Le silence a soudainement remplacé la musique sur les ondes, mais ce qui a véritablement brisé le cœur de millions de fans n'était pas seulement son départ prématuré, c'était la découverte brutale de sa double vie. Nous avons alors compris que notre idole ne nous avait pas seulement quittés, il avait passé ces dernières années à jouer le rôle le plus difficile de sa carrière, celui d'un homme heureux alors que son corps était ravagé par la maladie. Sous les feux des projecteurs des années 90, il continuait de danser et de rire avec une énergie désespérée, mais dès que le rideau tombait, il devait effacer les traces de sa souffrance dans le secret des loges pour que personne ne devine son calvaire. On pourrait se demander pourquoi une telle obstination dans le secret, pourquoi refuser la compassion de son public ou le soutien de ses proches, mais pour C. Jérôme, le silence n'était pas une fuite, c'était un acte d'amour et de protection envers ceux qui avaient un besoin de son sourire pour vivre. Pourtant, pour comprendre la racine de cette solitude héroïque et pourquoi il craignait tant d'être vu comme une victime, nous ne devons pas rester au chevet de l'artiste mourant. Il nous faut remonter le temps et traverser les époques pour retrouver un petit garçon nommé Claude Dautel, un enfant qui a connu le goût amer de l'abandon bien avant de goûter à l'ivresse de la gloire. L'histoire de cette ascension fulgurante ne commence pas dans les studios parisiens, mais dans la modestie d'un village de Lorraine appelé Champenoux, où le petit Claude Dautel a grandi élevé par sa grand-mère. C'est là, loin des lumières de la capitale, que s'est forgée une ambition dévorante née d'une blessure intime, celle d'un enfant qui cherchait désespérément à être vu et aimé. Pour combler ce vide affectif, il ne suffisait pas d'exister, il fallait briller, il fallait conquérir le monde pour prouver qu'il méritait sa place sous le soleil. Avec cette soif de reconnaissance chevillée au corps, le jeune homme est monté à Paris avec la détermination de ceux qui n'ont pas de plan B, prêt à transformer son destin ordinaire en une épopée extraordinaire. Et le miracle a eu lieu. À l'aube des années 70, la France cherchait de nouvelles idoles pour oublier la lourdeur du quotidien et elle a trouvé en C. Jérôme l'incarnation parfaite de la jeunesse et de l'insouciance. Lorsqu'il a entonné les premières notes de Kiss Me en 1972, ce ne fut pas simplement un succès, ce fut un véritable raz-de-marée culturel qui a déferlé sur l'Hexagone et bien au-delà des frontières. Ce titre, vendu à des millions d'exemplaires, est devenu l'hymne de toute une génération, propulsant ce garçon au sourire ravageur, au rang de superstar presque du jour au lendemain. Jérôme n'était plus seulement un chanteur, il était devenu le petit ami idéal que toutes les jeunes filles rêvèrent avoir et le gendre parfait que toutes les mères adoraient, avec ses cheveux d'or et son air rassurant qui semblait promettre que la vie ne serait qu'une fête éternelle. Les succès se sont enchaînés avec une régularité de métronome, transformant sa vie en un tourbillon incessant de galas, de plateaux télévisés et de disques d'or. Des titres comme Himalaya, C'est moi ou encore Manhattan résonnaient dans tous les foyers, apportant une légèreté bienvenue dans une époque en pleine mutation économique et sociale. Il était le visage de cette variété populaire noble, celle qui rassemble les familles le samedi soir devant le petit écran, celle qui fait danser les foules dans les bals de campagne comme dans les discothèques branchées. À cette époque, Jérôme semblait intouchable, il trônait au sommet des hit-parades, porté par l'amour inconditionnel d'un public qui voyait en lui un remède à la mélancolie.
Pourtant, au cœur même de cette gloire éclatante, une réalité plus complexe commençait à se dessiner pour ceux qui savaient regarder au-delà des paillettes, car le succès est une drogue puissante mais traîtresse, et pour un homme qui chantait pour combler les failles de son enfance, chaque silence entre deux applaudissements devenait une petite mort. Il avait réussi à se faire aimer de la France entière, mais cette adoration publique suffisait-elle vraiment à apaiser les tourments du petit garçon de Champenoux qui sommeillait encore en lui? Alors que les années 80 approchaient avec leur changement de modes impitoyables, l'industrie du disque, cette machine à fabriquer des rêves autant qu'à broyer des âmes, commençait déjà à aiguiser ses lames dans l'ombre, prête à rappeler à son enfant chéri que la gloire est la plus fragile des couronnes. Toutefois, derrière la façade étincelante des disques d'or et des tournées triomphales, l'industrie du spectacle dissimulait une réalité beaucoup plus sombre et impitoyable que les mélodies légères de C. Jérôme ne le laissait paraître. Lorsque les années 80 ont déferlé sur la France avec leurs nouveaux sons synthétiques et leurs nouvelles idoles, le monde de la variété traditionnelle a soudainement tremblé, et c'est à ce moment précis que l'artiste a découvert la cruauté d'un système qui traite les êtres humains comme des produits de consommation périssables. Du jour au lendemain, le téléphone qui sonnait sans arrêt s'est mis à devenir étrangement silencieux, et les mêmes producteurs qui lui promettaient une fidélité éternelle ont commencé à détourner le regard, cherchant déjà la prochaine star à exploiter. Jérôme s'est alors retrouvé confronté à l'aspect le plus brutal de la célébrité, cette sensation vertigineuse de n'être aimé que sous condition de succès. Il a dû faire face à des contrats douteux et à des promesses non tenues, naviguant dans un milieu où la loyauté est une monnaie rare et où l'amitié s'effrite dès que les chiffres de vente diminuent. On lui demandait de se réinventer sans cesse tout en restant fidèle à son image, une injonction paradoxale qui l'a enfermé dans un piège doré dont il ne pouvait s'échapper. Il ne s'agissait plus seulement de chanter pour le plaisir, mais de lutter pour sa survie professionnelle dans une arène où les faibles sont rapidement piétinés et oubliés. Mais le fardeau le plus lourd à porter n'était peut-être pas cette pression commerciale, c'était l'obligation terrible de devoir maintenir en permanence son personnage de garçon joyeux et sans souci. Jérôme était prisonnier de son propre sourire, condamné par son image publique à ne jamais montrer la moindre faille, la moindre tristesse ou la moindre inquiétude. Alors que l'angoisse de l'avenir le rongeait de l'intérieur et qu'il traversait ce que l'on appelle cruellement une traversée du désert, il devait continuer à paraître radieux devant les caméras car le public n'aurait pas accepté de voir son marchand de bonheur en proie au doute, cette dissonance entre son image extérieure parfaite et ses tourments intérieurs a creusé une blessure invisible, lui apprenant très tôt l'art dangereux de la dissimulation. Il a vu ses pairs sombrer dans l'oubli ou l'amertume, broyés par une machine qui ne pardonne pas le vieillissement, et cette peur viscérale de l'abandon s'est ancrée profondément en lui. Il a compris que dans ce métier, on est seul face à son destin et que la bienveillance des médias est aussi volatile que la fumée d'une cigarette. C'est durant ces années de lutte et d'incertitude, loin des projecteurs éblouissants de ses débuts, que Jérôme a forgé cette carapace de résilience souriante qui allait définir le reste de sa vie. Il a appris à avaler ses larmes et à transformer ses peurs en énergie scénique, sans se douter que cette capacité à cacher la douleur, qui lui servait alors à sauver sa carrière, deviendrait quelques années plus tard l'instrument tragique de son dernier combat contre la mort. C'est en 1997, alors que Jérôme savourait une renaissance inespérée grâce au succès phénoménal de « Et tu danses avec lui » que le destin a frappé avec une brutalité inouïe. La vie semblait enfin lui sourire à nouveau, lui offrant cette reconnaissance tardive qu'il attendait tant, mais lors d'un simple contrôle médical motivé par des douleurs abdominales persistantes, le verdict est tombé comme un couperet glacé. Les médecins ont prononcé le mot que tout le monde redoute, une tumeur généralisée, un cancer agressif, qui ne lui laissait que peu d'espoir. À cet instant précis, le monde de l'éternel jeune homme s'est effondré, mais au lieu de s'effondrer publiquement ou de chercher le réconfort dans la pitié des médias, Jérôme a pris une décision qui allait définir son héroïsme tragique.
Il a regardé la mort en face et a décidé de lui refuser le plaisir de voler son sourire, choisissant d'entrer dans une clandestinité médicale absolue. Hormis sa femme Annette et sa fille, personne ne devait savoir, surtout pas son public et surtout pas sa mère âgée qu'il voulait protéger à tout prix de cette vérité dévastatrice. C'est ainsi qu'a commencé la période la plus déchirante de son existence, une double vie vertigineuse où il alternait entre les chambres stériles des hôpitaux pour des séances de chimiothérapie épuisantes et les scènes illuminées où il devait bondir et chanter comme si de rien n'était. Imaginez la force surhumaine qu'il fallait à cet homme pour enfiler ses costumes de scène sur un corps meurtri par les opérations, pour ajuster une perruque afin de cacher les ravages du traitement et pour lancer un ça va retentissant à ses fans. Alors qu'il se sentait partir un peu plus chaque jour, il refusait catégoriquement de devenir le chanteur malade. Il ne voulait pas qu'on l'applaudisse par charité, mais pour son talent. Il voulait rester jusqu'au bout ce prince de la fête, intouchable et immortel. Ce mensonge qu'il a tissé jour après jour avec une méticulosité désespérée n'était pas une trahison, c'était un sacrifice ultime. Il brûlait ses dernières forces pour que l'illusion de la vie continue de briller pour les autres. Mais le temps est un ennemi qu'on ne peut tromper éternellement et à mesure que l'an 2000 approchait, le masque devenait de plus en plus lourd à porter, le corps commençait à trahir l'esprit, les absences devenaient difficiles à justifier. Et dans le regard de ceux qui le croisaient en coulisses, l'inquiétude commençait à remplacer l'admiration. Jérôme savait que la fin était proche, que le rideau allait bientôt tomber pour la dernière fois, et il sentait monter en lui une urgence nouvelle, non plus celle de cacher, mais celle de dire une dernière vérité avant que le silence ne l'emporte à jamais. C'est finalement au cœur de l'hiver, à l'aube de l'an 2000, que le rideau est tombé définitivement sur cette tragique mise en scène. Le corps, épuisé par des années de lutte inégale, a fini par refuser de jouer le jeu et Jérôme s'est retrouvé confiné dans le silence blanc d'une chambre d'hôpital, loin des applaudissements qu'il avait nourris toute sa vie. C'est là, dans ce huis clos intime, que le moment de vérité est arrivé, non pas devant une foule en délire ou devant les caméras de télévision, mais dans le regard aimant et dévasté de sa femme Annette, sa complice de toujours et gardienne de son terrible secret. Il y a eu cet instant précis où il a cessé de lutter pour paraître, où il a retiré ce masque de gaieté qu'il portait comme une armure pour révéler enfin l'homme effrayé qui se cachait dessous. Pour la première fois depuis 3 ans, Jérôme a brisé le silence assourdissant de son mensonge. D'une voix affaiblie, il n'a pas nommé des ennemis ou des producteurs ingrats, non, il a nommé ses peurs, celles qui le hantaient plus que la mort elle-même. Il a avoué sa terreur absolue de l'oubli, cette angoisse viscérale que le public ne se souvienne de lui que comme d'un chanteur du passé et non comme de l'homme vivant et vibrant qu'il était. Il a parlé de sa mère, cette femme qu'il avait voulu protéger jusqu'à l'absurde en lui cachant sa maladie, confessant le poids écrasant de ce mensonge par omission qui lui brûlait le cœur autant que le cancer lui brûlait le corps. Ce n'était pas un cri de colère contre l'industrie, c'était un cri d'amour désespéré vers la vie qui lui échappait. Il a pleuré sur les chansons qu'il ne chanterait plus, sur les scènes qu'il ne foulerait plus, et sur cette petite fille, Caroline, qu'il allait laisser grandir sans lui. En cet instant de vulnérabilité totale, Jérôme n'était plus la star intouchable, il était redevenu Claude, un être humain confronté à l'injustice de son destin. Il a réalisé que le plus grand rôle de sa vie n'avait pas été de chanter Kiss Me devant des millions de personnes, mais d'avoir eu le courage inouï de sourire à sa famille chaque matin alors qu'il se savait condamné, transformant ses derniers jours en une offrande silencieuse pour que les siens gardent de lui une image intacte. Lorsque la nouvelle de son hospitalisation a finalement filtré, brisant le pacte de silence quelques jours avant sa mort, le choc fut une onde de choc pour la France entière. Les fans qui croyaient leur idole simplement en pause ou en vacances ont dû affronter la réalité brutale d'une agonie cachée. Ce fut le dernier acte de sa carrière, et bien le moment où le public a compris que derrière la légèreté des refrains populaires se cachait une tragédie grecque digne des plus grands drames et que ce chanteur, qu'on disait parfois superficiel, avait en réalité une âme d'une profondeur insoupçonnée.
L'histoire de C. Jérôme n'est pas seulement le récit tragique d'une étoile filante, fauchée trop tôt, elle est un miroir tendu vers notre propre rapport à la célébrité et à ceux que nous portons au nu. Elle nous force à nous poser des questions inconfortables sur la nature de l'industrie du spectacle et sur notre responsabilité en tant que public. Avons-nous aimé l'homme ou avons-nous seulement adoré l'image brillante qu'il nous renvoyait? Aurions-nous accepté sa vulnérabilité, ses larmes et sa maladie? Ou l'aurions-nous rejeté parce qu'il ne correspondait plus au fantasme de l'éternelle jeunesse que nous exigions de lui? Son silence obstiné résonne aujourd'hui comme un avertissement bouleversant. Il nous rappelle que derrière chaque icône, derrière chaque sourire figé sur une pochette de disque, il y a un cœur qui bat, un corps qui souffre et une âme qui a peur. Combien d'autres artistes, comme lui, se sentent obligés de porter le masque du bonheur jusqu'à l'épuisement, terrifiés à l'idée que leur humanité puisse briser leur carrière. Le destin de C. Jérôme nous enseigne que la gloire est une armure bien fragile face à la maladie et que les applaudissements, aussi bruyants soient-ils, ne suffisent jamais à combler le silence d'une chambre d'hôpital. Pourtant, au-delà de la tristesse, il nous laisse un héritage lumineux. Il ne s'agit pas seulement de ces chansons qui continuent de faire danser la France, mais de cette dignité incroyable avec laquelle il a traversé l'épreuve. En choisissant de cacher sa douleur pour ne pas assombrir la joie des autres, il a transformé sa fin de vie en un acte de générosité ultime. Jérôme nous a prouvé que l'on peut être une star populaire, parfois moquée par l'élite, et posséder une noblesse d'âme digne des plus grands héros. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons Kiss Me ou Et tu danses avec lui, ne nous contentons pas de fredonner la mélodie. Écoutons aussi ce qui se cache entre les notes. Écoutons le courage d'un homme qui a chanté jusqu'au bout pour repousser la nuit. Son histoire est un appel à la bienveillance, nous rappelant que derrière le paillette, il y a toujours un être humain qui mérite d'être entendu avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Comme il l'aurait peut-être souhaité, nous ne lui disons pas adieu avec des larmes, mais avec ce respect immense dû à ceux qui ont préféré brûler de l'intérieur plutôt que de laisser le froid gagner le cœur de leur public.